Bonjour, je suis Alexandre Michy. J'ai l'énorme plaisir d'avoir comme invité Dr Romain Boulestro, notre référent hypertension artérielle, qui va nous faire un petit résumé des essais apparus à l'AHA 2022. Et donc cette interview fait partie d'une chaîne d'interviews qu'on appelle le Best of AHA, où on a des invités, des experts qui nous font un petit résumé sur tous les domaines de la cardiologie. Bonsoir Romain, tu as Bonsoir la parole, Alexandre. tu as la main sur l'écran. D'accord, merci Alexandre, merci pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir partager avec vous ce soir les best-of justement de l'hypertension de l'achat qui sont plutôt nombreux cette année. Est-ce que Alexandre, on voit bien mon écran en plein Très bien, écran? merci. Très bien. Alors allons-y. On va commencer par l'essai Fresh, qui est un essai français, donc ça me fait plaisir d'en parler, même si vous verrez qu'à la fin l'histoire est négative. L'essai Fresh, c'est l'histoire de l'angiotensine 3. Tout le monde connaît l'angiotensine 1, 2, mais la 3 et 4, je pense que beaucoup moins la connaissent parce qu'elle est uniquement cérébrale. Et elle va augmenter le tonus sympathique et la pression artérielle au niveau central. Euh, une équipe française a découvert cette angiotensine 3 et l'inhibiteur de l'angiotensine 3, l'inhibiteur de l'aminopeptidase pour être précis, et avait développé un médicament qui baissait la pression artérielle, en tout cas pour des niveaux plutôt bas de pression artérielle. La firme a voulu lancer un essai dans l'HTA résistante, et on ne va pas en parler très longtemps parce que l'essai est négatif contre placebo, et donc la firme Quantum Genomics s'est arrêtée, même si pour en avoir parlé avec les chercheuses qui a inventé tout ça, il y a probablement encore des petites choses à réfléchir sur cette molécule. Tant qu'on parle des essais négatifs, une petite aparté sur la chlortalidone versus l'hydrochlorothiazide. Chlortalidone, un diurétique très puissant que nous n'avons pas en France, mais qui existe dans beaucoup de pays et qui est très souvent mis en avant. Essai qui cherche à démontrer un bénéfice cardiovasculaire de la chlortalidone par rapport à l'hydrochlorothiazide, et c'est négatif. Et ça nous arrange bien puisque nous, on l'a pas. Et donc finalement, l'hydrochlorothiazide ou l'indapamide, c'est aussi bien probablement que la chlortalidone. Alors, avançons sur un autre essai qui nous a beaucoup intéressé dans le domaine de l'hypertension artérielle. C'est cette fois l'essai sur le baxdrostat, l'essai BRIGHT. C'est quoi le baxdrostat? C'est un inhibiteur de la sécrétion d'aldostérone. Vous savez que l'hyperaldostéronisme primaire, c'est la forme la plus fréquente d'HTA secondaire. Ça peut être jusqu'à 20% des patients. Et c'est entre un patient sur 10 et un patient sur 15 hypertendus que vous voyez au cabinet, donc extrêmement fréquent. Et quand on a un hyperaldostéronisme primaire, on a une toxicité de la pression et une toxicité de l'hormone. Et donc, on fait beaucoup plus d'événements cardiovasculaires à niveau égal de pression artérielle. Vous voyez, en moyenne, 2,5 fois plus. Mais ça peut aller jusqu'à 12 fois plus de fibrillation atriale. Donc, il faut diagnostiquer ces gens, il faut les traiter. Le traitement médicamenteux qu'on a aujourd'hui, c'est la spironolactone. Tout le monde ici sait que ça peut donner des insuffisances rénales, des hypercalémies, des gynécomasties à forte dose, au-delà de 25-50 mg. Et donc, on attendait beaucoup cet inhibiteur de la sécrétion. Et donc, le voilà. Et pourquoi ça a été un peu challenging? Parce qu'il fallait une inhibition hyper sélective. Le cortisol ressemble à l'aldostérone pour 93% de sa séquence. Donc, pour inhiber uniquement la synthèse de l'aldostérone, il fallait un peptide très puissant qu'on a maintenant trouvé. Donc, vous voyez ici le design de l'essai, un essai randomisé, 4 bras, plusieurs dosages de baxdrostat, le placebo, pendant 12 semaines. Voilà les participants à l'inclusion. Donc, c'était des patients qui avaient une HTA résistante. Tout le monde était sous diurétique et la plupart étaient sous bloqueur du SRA et sous soit bloqueur des canaux calciques, soit bêta-bloquant. Donc, une HTA résistante authentique avec une pression artérielle en moyenne à 147-150 mm de mercure. Des patients un peu en surpoids, obèses, donc des patients classiques qu'on a tous rencontrés. Et donc, dans cet essai-là, ce que vous pouvez constater, c'est que sous baxdrostat 2 mg, vous avez moins 20 mm de mercure de pression artérielle chez ces patients hypertendus résistants. C'est beaucoup, c'est autant que la spironolactone. C'est ce qu'on veut chez ces patients-là, puisque vous imaginez bien qu'après moins 20 mm de mercure, il n'y a plus beaucoup de résistance. Et ce qui est très intéressant, c'est que évidemment, ça s'associe à une baisse des niveaux d'aldostérone, une augmentation des niveaux de rénine sans que le cortisol baisse, donc exactement la physiopathe qu'on voulait, le mécanisme qu'on voulait. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a extrêmement peu d'effets indésirables et qui ne sont pas liés, d'après le comité de safety, aux médicaments. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on cherchait, un anti-aldo à la fois puissant et à la fois sûr et bien toléré. Donc, on est assez content de ça, évidemment, et on se dit que ça a un potentiel certain pour les HTA tout court, les HTA résistantes et les hyperaldostéronismes primaires. Pour l'instant, ça n'a pas été testé, mais on attend évidemment les études dans cette pathologie-là. Une autre molécule encore une, vous allez me dire, pour l'HTA résistante,
l'aprocitantan dans l'essai précision. Alors l'aprocitantan, on change de domaine, c'est un inhibiteur de l'endothéline, des deux récepteurs, donc c'est un inhibiteur double, récepteur A, récepteur B. L'endothéline, vous connaissez peut-être, c'est un peptide qui est produit par l'endothélium vasculaire et qui a plein d'effets indésirables, qui est le plus puissant vasoconstricteur qui existe, qui donne de l'inflammation, de la fibrose, de l'hypertrophie cardiaque, de l'insuffisance cardiaque, de la néphropathie, enfin tout ce qu'on n'aime pas. Et jusque-là, dans l'hypertension artérielle, on n'arrivait pas à avoir un médicament anti-endothéline, alors qu'on nous en parle depuis très longtemps. L'aprocitantan, en revanche, on s'en servait dans l'hypertension artérielle pulmonaire, donc c'est une molécule qu'on connaît, avec une efficacité, et qui donne surtout des œdèmes des membres inférieurs dans cette indication-là. Là, on l'a dans l'HTA. Alors, l'essai a été un très bel essai, assez compliqué. Vous prenez des hypertendus résistants, vous les switchez tous pendant les 15 premiers jours par une trithérapie combinée à 2 inhibiteurs calciques diurétiques. Et vous voyez que tous les groupes perdent plus de 10 mm de mercure de pression artérielle, juste simplement en passant de leur trithérapie initiale à la trithérapie combinée. Et donc ça, c'est le premier résultat de cette étude, et c'est un résultat qu'on a systématiquement. Dès que vous mettez les gens sous thérapie combinée, bithérapie, trithérapie, la pression artérielle baisse parce qu'ils sont plus observés. Donc c'est déjà un gros résultat. Ensuite, ils sont randomisés placebo aprocitantan, et vous voyez qu'on a une baisse de 5 mm de mercure de la pression artérielle à la fin des 4 semaines. Ensuite, tout le monde est placé sous aprocitantan 25 mg, la pression artérielle de tout le monde baisse, et donc en total, pendant 48 semaines, vous voyez que la pression sous aprocitantan reste basse, et ensuite il y a un essai de retrait, il y a une phase de retrait, où on randomise à nouveau contre placebo, et vous voyez que les gens qui sont remis sous placebo remontent leur pression artérielle, et donc il n'y a aucun doute sur l'efficacité du médicament. Donc ça diminue la pression artérielle à 4 semaines, et puis pendant 48 semaines, d'environ 5 mm de mercure, et c'est statistiquement significatif. On peut discuter par rapport au baxdrostat ou à la spironolactone, où là c'est moins 20 mm de mercure. Et c'est sûr que si l'anti-endothéline n'a pas d'effet outre l'effet hypotenseur, il sera moins bon que ces autres molécules, et notamment que la spironolactone qu'on peut associer. Et donc vous savez qu'en 2 comprimés, vous pouvez avoir 4 molécules. Par contre, l'anti-endothéline, on attend de lui qu'il apporte une protection cardiovasculaire meilleure que les autres médicaments, comme les glyphlosines ou les analogues du GLP-1 dans le diabète. Et si c'est le cas, ça sera une molécule qu'on utilisera avec grand plaisir. Le problème, à nouveau, et on le savait, c'est les œdèmes, bien traités par diurétiques. Alors, là, on a vu plein de nouveautés avec des nouveaux mécanismes physiopathes, des choses très intéressantes. L'étude Quartet USA, ça nous ramène à ce qu'on connaît, c'est-à-dire à la synergie des traitements. Peut-être que vous avez envoyé des patients dans des centres experts et les médecins ont juste modifié les traitements sans changer grand-chose et tout d'un coup ça a marché. C'est parce qu'on sait très bien que les molécules et les classes thérapeutiques, certaines sont synergiques et certaines s'antagonisent ou n'apportent rien de plus. L'étude Quartet, c'est cette idée-là. Le patient, il a une monothérapie ou il n'a rien et on va le randomiser monothérapie à pleine dose versus quadrithérapie d'emblée à très forte dose. Et vous voyez donc, quand il sort en 2 mg, amlodipine 1,25 mg, indapamide 0,625 mg et bisoprolol 2,5 mg versus candesartan 8. Et on regarde ce que ça donne à la fois sur la pression artérielle, sur la tolérance, etc. Et alors, on va aller très vite au résultat et vous voyez que candesartan 8, donc pleine dose versus la quadrithérapie à quart de dose ou moins, très faible dose, on a moins 5 mm de mercure de pression artérielle systolique et diastolique à 12 semaines. Donc, une efficacité qui est meilleure pour la quadrithérapie. Et ça, on s'y attendait, puisque c'est vraiment la synergie. Vous agissez sur un système, les autres se déséquilibrent, et les molécules d'à côté vont tout équilibrer. Vous voyez que la systolique, c'est pas significatif, mais c'est pas loin, et vous n'avez probablement pas vu les groupes, parce que je vous les ai pas montrés, mais il y avait très peu de patients, 60 patients par groupe, donc c'est pas très étonnant. 30 patients par groupe, 60 patients en tout. En termes d'effets indésirables, il y a pas mal d'effets indésirables dans les 2 groupes, mais vous voyez que dans le groupe quadrithérapie, il y en a très peu qui amènent à arrêter le traitement, et ceux qui sont considérés graves n'étaient, d'après le comité de safety, pas liés au traitement. Donc la conclusion, elle est la suivante. On sait qu'on a besoin de nouvelles approches pour améliorer le contrôle tentionnel en France, et en fait, ce que nous montre Quartet, c'est que dès la monothérapie, si on associe très tôt, enfin dès le début, disons, dès l'initiation de traitement, si on associe très tôt, on est plus puissant et on contrôle mieux les gens. C'est l'idée des recommandations 2018 européennes qui proposent de commencer directement par une bithérapie combinée. Ça, c'est discuté, mais Quartet va dans ce sens-là. On sait que quand on associe, on est synergique, on est meilleur. C'est les mêmes résultats que Quartet complet. Là, c'était Quartet USA, je ne l'ai pas précisé, donc que aux États-Unis. C'est les mêmes résultats que Quartet complet, qui a été publié l'an dernier sur d'autres patients, et donc ça renforce encore plus ce qu'on se disait. Dernier essai, et après je vous laisse tranquille.
On sort du médicament, c'est la dénervation rénale. Donc la dénervation rénale, vous en avez parlé quand même, vous en avez entendu parler beaucoup, et on va rajouter une petite pierre à ce que vous avez entendu. Donc là, c'est spirale, Medtronic, dénervation par radiofréquence. On randomise d'abord 80 patients dans chaque bras, un bras sham, c'est-à-dire on fait une artériographie rénale, mais pas de traitement, un bras d'énervation rénale pour des patients qui ont une hypertension artérielle sous 1, 2 ou 3 médicaments et qui sont non contrôlés. Et on va regarder la MAPA à 6 mois. Alors, ça c'est très intéressant et c'est ce qu'on voit toujours dans les essais de dénervation rénale. Vous partez avec 2000 patients sélectionnés, un petit peu moins, et finalement vous en randomisez 300 parce que quand vous confiez vos patients à des centres experts, on fait des bilans d'HTA secondaires qui avaient été oubliés, on guérit des gens, on fait des MAPA, on élimine des HTA blouse blanche, on adapte les traitements, on normalise les patients, et donc on élimine les patients pour la dénervation rénale et il en reste que les plus purs, parce que c'est aussi chez eux que ça marche. On randomise, 206 groupes randomisés d'énervation, 131 groupes sham, et on va voir ce qui se passe. 55 d'âge moyen dans les groupes, 81% d'hommes, donc des choses très classiques, 31% d'IMC, ce que vous voyez au quotidien. Au début, ils ont 160-100 mm de mercure de pression artérielle, donc des vrais hypertendus résistants, enfin pour ceux qui avaient 3 médicaments en tout cas, des vrais hypertendus dans tous les cas, et en MAPA 150-96, c'est fréquent que la pression soit plus faible en MAPA, c'est quasiment toujours. Globalement, la répartition, c'était 30% avaient un médicament, 30% deux, 30% trois médicaments, avec des médicaments qui sont plutôt des bons médicaments. On pourrait discuter des bêta-bloquants, mais globalement, des bons médicaments. Ce qui est intéressant là de regarder, c'est que, contrairement à l'essai Simplicity 3 qui avait fait beaucoup de bruit, les gens sont bien traités par dénervation, ils ont beaucoup de points de traitement, 47, ce qui est beaucoup. Il n'y a quasiment pas d'effet secondaire. Vous voyez que, en gros, dans les deux bras, il y a un problème. Enfin, il y a deux problèmes, et la plupart du temps, c'est des complications d'abord, comme systématiquement quand on fait des artériographies par voie fémorale, et on attend que la dénervation évolue pour devenir par voie radiale. Donc ça, c'est la même chose, pas de gros événements. Et alors maintenant, on va arriver aux résultats. Alors les résultats sont en deux parties. Le nombre de médicaments qui a pu être diminué dans la dénervation rénale et l'effet thérapeutique. Le critère principal, c'était l'effet thérapeutique, et vous voyez qu'en MAPA, qui était le critère de jugement principal, on n'a pas assez de puissance pour démontrer une significativité. On a l'impression, on pourrait dire, si on s'arrêtait là, que ça ne marchait pas. En pression de consultation, en revanche, on est significatif, et on a, comme d'habitude, moins 6 mm de mercure en MAPA, moins 10 en pression de consultation. C'est ce qu'on a toujours pour la dénervation rénale. Ce qui est intéressant, c'est que si vous associez les deux informations, c'est-à-dire la baisse du traitement et la baisse de pression artérielle, là, donc ils ont appelé ça le win ratio, le ratio de la victoire, et là, c'est clairement significatif puisque la pression artérielle n'est pas significativement plus basse, les systoliques en MAPA, mais en revanche, on a baissé plus les traitements chez les patients qui ont eu une dénervation rénale. Donc, un signal positif, même si le critère de jugement principal n'est pas sorti. Là, c'est le petit résumé de toutes les études récentes de Medtronic, et vous voyez que globalement, on a toujours la même chose. On est autour de moins 6 mm de mercure de pression artérielle en MAPA, ce qui nous fait globalement moins 10% d'événements cardiovasculaires majeurs à 5 ans. Donc c'est important, on a l'impression comme ça que c'est rien, mais en MAPA, 6 mm de mercure, c'est important. Et moins 10 mm de mercure en pression de consultation, c'est-à-dire globalement un médicament, et c'est ce qu'on sait maintenant, la dénervation rénale, en moyenne, ça remplace un médicament. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long, que vous avez pu retenir toutes les informations. Le message, c'est l'hypertension artérielle n'est pas à l'arrêt. Le pipeline n'est pas mort et on a plein de nouvelles molécules qui arrivent avec à chaque fois des mécanismes d'action intéressants. On parlera, j'espère, bientôt des traitements antihypertenseurs par voie sous-cutanée. Là, on a parlé de l'endothéline, on a parlé d'inhibition de l'aldostérone, on a parlé de l'angiotensine 3. On a la dénervation rénale, on a les quadrithérapies qui s'associent, et ça, vraiment, c'est quelque chose d'important. Et donc, on est très excité par tout ça et ces nouvelles perspectives. Mais n'oublions pas la base, puisque l'hypertension artérielle, on a déjà les moyens de la traiter correctement. On sécurise la mesure en faisant de la MAPA ou d'automesure. On fait des bilans d'HTA secondaire et on n'oublie pas qu'un patient sur 10 sur 15 a une HTA secondaire. On titre les traitements avec ce qu'on a déjà et on dépasse jamais 2 comprimés parce qu'on peut faire une quadrithérapie en 2 comprimés et on adresse les HTA problématiques au centre expert et avec ça, vous allez contrôler tout le monde. J'espère vous voir bientôt au CNCH et à très bientôt. Merci infiniment, Romain. À très bientôt. Merci.